Bismillah. Parmi les premiers à venir les accueillir, Tarzan reconnut le vieux Muviro, père de Wazimbu, le courageux guerrier qui aurait donné sa vie pour défendre la maison de Tarzan. « Mon maître, te voilà enfin » s'écria-t-il. « Certains craignent de ne plus jamais te revoir, mais moi, j'étais sûr qu'aucun obstacle au monde ne pourrait t'empêcher de revenir sur tes terres. Mais que Lady Jane, dont nous avons pleuré la mort, soit là elle aussi, tient du miracle. Que la terre tremble sous les danses des guerriers et que le ciel se remplisse de cris de joie de nos femmes, pendant que nous fêtons dignement votre retour. » Et pendant les jours qui suivirent, grandes furent les réjouissances dans le village des Waziri. On dansa, on chanta jusqu'à ce que Tarzan mette un terme aux festivités, afin que sa famille et lui puissent reprendre quelques heures de repos. En rentrant chez lui, l'homme singe constata que les Waziri, sous la direction de Gervis, son contremaître anglais, n'avaient pas seulement reconstruit les granges, les enclos et les dépendances, mais qu'ils avaient aussi réaménagé l'intérieur du bungalow. Si bien que le domaine était exactement identique à ce qu'il était avant l'invasion allemande. Gervis parti à Nairobi, régler les affaires du domaine, revint quelques jours plus tard. Sa joie de retrouver les Greystock fut à la mesure de celle des Waziri. Assis en compagnie des guerriers, il passa des heures à écouter Tarzan lui faire le récit de ses aventures au pays de Paludan. Tarzan avait installé le lion d'or et sa mère adoptive dans sa chambre, et il consacrait plusieurs heures par jour à l'éducation de Jad Balja. À aucun moment, cependant, il ne perdait de vue que le petit, aujourd'hui très affectueux, deviendrait un fauve redoutable. Quand l'animal fut en âge de manger de la viande, son maître lui enseigna un exercice qui faisait frémir les Waziri. Tarzan avait en effet construit un mannequin de taille et de forme humaine, au cou duquel il suspendait un morceau de viande, destiné au petit lion. Au commandement de l'homme singe, le lionceau devait se tapir, puis Tarzan montrait le mannequin du doigt et murmurait « Tue !» Aussi grande que fût sa faim, le lion ne devait jamais s'approcher de sa nourriture avant d'avoir entendu la formule. C'est seulement ensuite qu'il se lançait avec un grognement sauvage vers sa proie. Au début, il avait du mal à atteindre sa cible du premier coup, mais au bout de quelques semaines, il lui suffisait d'un bond pour faire tomber le mannequin et s'emparer du morceau de viande. Vint enfin une dernière leçon, la plus difficile de toutes. Il y a fort à parier que personne, hormis le seigneur de la jungle, n'aurait pu réussir un tel prodige, car cet exercice allait à l'encontre des instincts sanguinaires de l'animal. Il fallut à l'homme singe des mois de patience pour inculquer au lion le principe suivant. En entendant le mot « apporte », il devait trouver un objet et le rapporter à son maître. Mais s'il s'agissait du mannequin, il ne devait pas toucher à la nourriture, mais le poser délicatement aux pieds de Tarzan. Chaque fois qu'il réussissait l'exercice, il recevait une récompense, sous la forme d'une double ration de viande. Si Jane et Korak assistaient à ces leçons de dressage avec beaucoup d'intérêt, tous deux exprimaient cependant des doutes quant à leur utilité. Et surtout, un tel programme leur inspirait une crainte bien compréhensible. « Que feras-tu de lui quand il sera grand ?» demanda un jour Lady Jane. « Il promet de devenir aussi puissant que Numa, son père. Comme il a grandi parmi les hommes, il n'aura pas peur d'eux. Et comme on l'aura habitué à trouver sa nourriture accrochée au cou d'un mannequin, il sautera à la gorge des humains pour se nourrir. »« Il mangera ce que je lui ordonnerai de manger, » répliqua Tarzan. « Mais comment pourras-tu l'empêcher de s'attaquer à des hommes après une telle éducation ? Je crains, ma chère Jane, que tu ne sous-estimes l'intelligence des lions, à moins que ce ne soit moi qui la surestime. Si ta théorie est correcte, cela signifie que la partie la plus difficile du dressage reste à faire. Or, je crois, moi, que mon travail est presque fini. Non seulement Jad Balja a appris à m'aimer et à me respecter, mais il sait aussi que j'ai le pouvoir de le punir, et c'est pour cela qu'il m'obéit. » Jane ne semblait guère convaincue. Aussi, Tarzan lui proposa-t-il une petite expérience. Afin de déterminer qui de nous deux est dans le vrai, emmenons le lion avec nous dans la plaine. Le gibier pullule à cet endroit. Nous n'aurons donc pas de mal à mesurer le pouvoir que je détiens sur le jeune fils de Numa. Je parie 100 livres sterling qu'il n'en fera qu'à sa tête, fit Korak en riant. Pari tenu, répondit l'homme singe. Cet après-midi-là,
Ils partirent donc tous les trois à cheval dans la plaine, suivis de Jad Balja. Ils mirent pied à terre près d'un bosquet, puis s'enfoncèrent avec précaution sous le couvert des arbres, en direction d'un marécage où venaient souvent s'abreuver des antilopes. Parvenus à destination, ils aperçurent un troupeau d'antilopes. À proximité se trouvait un vieux mâle que Tarzan signala à son élève. « Apporte !» murmura-t-il à Jad Balja. Le lion d'or émit un grognement à peine perceptible, puis s'enfonça sans bruit dans les taillis. Les antilopes, ignorant le danger, continuaient de brouter aux abords du marécage. La distance qui séparait le lion de sa proie était encore trop grande pour qu'il puisse espérer l'atteindre d'un bond. Aussi, Jad Balja attendit-il que le vieux mâle s'approche ou lui tourne le dos. Finalement, il s'approcha. Le lion remua le bout de la queue, seul signe perceptible qu'il se préparait à l'attaque. Puis, aussi vif que l'éclair, il se lança. Il avait presque atteint la vieille bête quand celle-ci prit conscience du danger. Mais il était trop tard déjà. Le fauve s'était jeté sur elle, tandis que le reste du troupeau détalait en tous sens. « Parfait, dit Korak, c'est le moment de vérité. Elle va me rapporter l'antilope, répondit Tarzan très sûr de lui. Le lion hésita un instant devant sa proie, puis il attrapa l'animal par le dos et le traîna à travers le taillis, avant de le déposer aux pieds de son maître. Comme s'il attendait des louanges pour l'exploit accompli, il leva la tête vers l'homme singe. Aussitôt, Tarzan se pencha vers lui et lui murmura des paroles de félicitations, puis il sortit son coutelas et trancha l'une des veines jugulaires de l'antilope, laissant s'écouler le sang. Jane et Korak observaient la scène dans l'expectative. Qu'allait faire Jad Balja? Pourrait-il résister à l'odeur du sang frais? Le lion renifla la dépouille, émit un grognement subjectif, puis darda un regard mauvais aux trois spectateurs avant de montrer l'écrou. Quand Tarzan voulut l'écarter, il rugit de colère et tenta de le mordre. La réponse de Tarzan ne se fit pas attendre. Il le frappa si vite et si fort que le lion partit en arrière. Mais en une fraction de seconde, l'animal s'était relevé et lui faisait face. « Couchez !» ordonna l'homme singe d'une voix ferme. Le lion hésita, puis se coucha comme le lui avait appris son maître. Tarzan se retourna vers la dépouille de l'antilope et la hissa sur son épaule. « Viens !» commanda-t-il à Jad Balja. Et sans un regard pour le fauve, il s'en retourna vers l'endroit où ils avaient laissé leurs chevaux. « J'aurais dû m'en douter, fit Korak, en éclatant de rire. Ainsi j'aurais économisé 100 livres.